Bonjour Kylian, bonjour à tous. Le plan de lutte contre le Covid sera décliné selon les particularités de chaque territoire. C'est en substance tout ce qu'Emmanuel Macron a annoncé hier concernant les Outre-mer. Avec ce point important qui concerne tout le monde, par contre, la vaccination ne sera pas rendue obligatoire. À Cayenne, le squat Enzila a été démantelé hier matin. Les autorités ont procédé à la destruction de la cité et il y en aura d'autres, a prévenu la maire de la ville. Des acteurs économiques qui déplorent le départ présumé du préfet de Guyane, car, disent-ils, les agents de l'État n'ont pas le temps de mettre en œuvre la politique nationale. On entendra Joëlle Prévost-Madère, la présidente des CPME, à ce sujet. Et puis enfin, le concours Voix des Outre-mer, la finale guyanaise. C'est ce soir, pour savoir qui en Guyane ira représenter justement le département à l'Opéra Bastille au mois de janvier. Clément Buzalka a assisté à la dernière répétition. On va baisser un peu la clim pour Alain Paulmin qui est en train de prendre froid. On voudrait pas qu'il puisse tomber malade avant le week-end où il y aura du sport. Il sera notamment à Saint-Laurent-du-Maroni, c'est bien ça Alain Paulmin ? Oui, tout à fait, c'est bien ça pour le Grand Prix de la pizzeria Petit Bateau Narayan. Ce sera Radio Paulmin ce week-end comme d'habitude sur Radio Pays. Il faut pas qu'il tombe malade maintenant. On va lui faire une petite tisane également, Alain Paulmin. Il est 7h05, nous commençons avec ce qui s'est passé hier et que vous avez pu entendre notamment sur Radio Pays avec peu d'annonces en rapport avec les Outre-mer dans l'allocution d'Emmanuel Macron. Le président s'est exprimé à la télévision et à la radio hier concernant les territoires ultramarins. Il a simplement précisé que le plan de lutte serait décliné selon les spécificités de chacun, mais ça, nous le savions déjà un peu. Autre sujet évoqué, en revanche, la vaccination, attendue pour la fin décembre, je ne la rendrai pas obligatoire, a précisé le chef de l'État. Notre stratégie repose sur plusieurs vaccins. Certains seront disponibles dès la fin décembre, début janvier, et une seconde génération arrivera au printemps. Notre plan en la matière est clair. D'abord, sécuriser le nombre de doses. Les premiers vaccins, sous réserve des résultats des essais cliniques, pourront être administrés dès la validation des autorités sanitaires compétentes. Ensuite, la vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons comme ce que nous ne savons pas. Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Enfin, nous allons organiser une campagne de vaccination rapide et massive au plus près des personnes. Nous commencerons vraisemblablement dès fin décembre, début janvier, sous réserve des validations par les autorités sanitaires, par vacciner les personnes les plus fragiles et donc les plus âgées. Des étapes successives seront présentées afin progressivement de permettre la vaccination du plus grand nombre. Voilà, sur le sujet de la vaccination, illustration de ces spécificités territoriales, justement en Martinique, les commerces non essentiels peuvent rouvrir dès aujourd'hui. La situation sanitaire s'améliore sur l'île antillaise, mais en revanche, certaines restrictions, notamment de circulation, restent en vigueur tout de même. Nous aurons l'occasion d'en reparler d'ici quelques minutes avec la revue de presse de Jean-Paul Lepelletier. Pour l'instant, nous restons en Guyane avec ce qui s'est déroulé hier à 2 pas des locaux de Radio Pays, la cité informelle Enzila qui a été démantelée hier matin. Oui, dès 7h, les autorités ont débuté la destruction annoncée de la cité Enzila à Cayenne, un démantèlement qui a duré toute la matinée. Après les coups de pelleteuse, le temps est au relogement pour les familles du site, mais il y aura d'autres démarches de destruction, comme le précise Sandra Trochimara, la maire de Cayenne. Ça va surtout dans le bon sens parce que Cayenne doit reconquérir son territoire. Par conséquent, que ce soit la pairie ou au centre-ville, nous avons de nombreuses poches de squat. Et nous avons quand même un projet de requalification, de développement. Nous sommes quand même lauréats d'un programme Cœur de Ville et par conséquent, nous devons avec fermeté, tout en tenant compte des réalités humaines, on ne peut pas ne pas les prendre en compte, mais avec fermeté, Cayenne doit se repositionner sur un certain nombre d'espaces qui seront desquattés. Il y a quand même un projet au niveau du centre-ville et aussi à la périphérie. La zone où nous nous trouvons est une zone qui sera liée au canal Lossa, liée au TCSP. Donc il était important qu'on puisse agir aujourd'hui et nous poursuivrons dans cette démarche. Je veux juste dire aujourd'hui que nous sommes pleinement engagés et je reprends le terme pour conquérir, voire reconquérir tous ces espaces et faire du desquattage. Sandra Trochimara en mode de reconquête au micro de Victor Zali. On a bien compris. Des acteurs locaux déplorent le départ présumé du préfet de Guyane. Cette rumeur, car il s'agit toujours d'une rumeur, ni confirmée, ni infirmée du côté de la préfecture.
En tout cas, cette rumeur donc, autour du départ du préfet fait réagir les acteurs du monde économique guyanais. Ils sont plusieurs à avoir co-signé une lettre adressée à la fois au cabinet du président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur et à son collègue de l'Outre-mer. Ils demandent le maintien de Marc Delgrande dans ses fonctions. Parmi les signataires, il y a le comité des pêches, il y a le MEDEF, mais il y a aussi la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Guyane, avec sa présidente Joëlle Prévost-Madère, qui estime que ce n'est pas le bon moment pour prendre une telle décision. Comment se fait-il qu'il y a à peine quelques mois, le président de la République citait la Guyane comme exemple à suivre dans l'efficacité donc justement de ces mesures prises pour la gestion donc, du Covid, et qu'on apprendrait que le préfet serait démis bien avant la fin de sa période. Donc ça voudrait dire qu'on lui reprocherait quelque chose, alors qu'il y a quelques mois, le président parlait de l'efficacité de ses équipes. Donc il y a vraiment un antagonisme entre des propos tenus il y a quelques jours et une décision qui serait sur le point d'être annoncée. Donc encore une fois, nous ne remettons pas en cause la légitimité du choix du président donc, et de son gouvernement. Par contre, vraiment, nous disons que la Guyane mérite mieux que cela. Nous avons besoin d'équipes stables. Là, on se moque de la Guyane, on se moque de nous. Voilà, en tout cas, pour ce qui est du choix du président et du gouvernement, c'est encore assez opaque. On saura en fin de conseil des ministres ce qu'il adviendra de l'actuelle équipe préfectorale. Le président de la CTG, lui, est au Suriname, invité par le gouvernement pour célébrer l'anniversaire de l'indépendance de l'ancienne Guyane hollandaise. C'était le 25 novembre 1975. Rodolphe Alexandre n'est pas venu seul, il est accompagné du sénateur Georges Patient et du chef d'entreprise Yann Du. Et parmi les sujets abordés, il y a surtout le tracé de la frontière, une épineuse question entre la Guyane et le Suriname. Et donc c'est vrai, il y a 45 ans, jour pour jour, un 25 novembre 1975, notre voisin de l'Ouest accédait à l'indépendance. Depuis l'Hexagone, le sujet a été couvert par quelques médias, et notamment le Monde diplomatique, qui titrait « Suriname, une indépendance qui s'annonce mal ». Et il écrivait ensuite « Les antagonismes ethniques et la multiplication des incidents entre créoles et indiens, ainsi que l'exode massif vers les Pays-Bas, annoncent justement cette indépendance sur plutôt la mauvaise voie ». Ouais, et le Monde diplomatique, il y a 45 ans. Et depuis, l'histoire leur a montré qu'ils avaient tort. En partie. Nous parlons ce matin également à 7h11 des derniers préparatifs pour le concours Voix des Outre-mer. La finale de l'édition guyanaise du concours d'art lyrique, c'est ce soir à l'Ancre. 9 candidats, tous amateurs, vont s'affronter pour représenter le département au concours national en janvier à l'Opéra Bastille. Clément Buzalka a assisté et il a de la chance à l'ultime préparation hier soir. Derniers accords, derniers conseils pour les 9 candidats guyanais, coachés par le contre-ténor Fabrice Di Falco. Oublions l'académisme et essayons de profiter d'être dans la liberté totale guyanaise. D'accord ? On peut faire ces 2 dernières phrases avec Marie-Laure. Contrairement aux apparences, la Guyane est une terre d'opéra. D'ailleurs, la lauréate du premier concours Voix des Outre-mer est guyanaise, c'est Marie-Laure Garnier. Chaque année, le niveau est plus élevé et c'est très prometteur. Pour le coup, nous allons entendre des chanteurs qui sont tous autodidactes. Certains travaillent leur voix depuis plusieurs années, d'autres ont découvert très récemment leur voix. Alors tout est scruté de près par Fabrice Di Falco, martiniquais et président du concours. Lui-même chanteur d'opéra, il veille sur la musique, la voix bien sûr, mais aussi sur la gestuelle des candidats. Afin que les candidats puissent convaincre le jury, j'insiste beaucoup sur la théâtralité. J'insiste beaucoup sur le côté comédien des chanteurs. Vous savez, nous chanteurs d'opéra, nous sommes des comédiens qui chantons. Nous avons un texte à mettre en avant. Quelle était la plus grande comédienne qui savait mettre en avant un texte, qui savait mettre en avant une mise en scène? N'est-elle pas Maria Callas? Et c'est justement sur un air interprété jadis par la Callas que Claire Demirjian, prof de musique au collège Concorde de Matoury, va se présenter devant le jury. Elle, chanteuse amatrice, regrette le manque de musique classique et d'opéra en Guyane et quand il y en a, son succès moyen auprès de la population. Une fois, il y avait Nathalie Dessay qui était venue en Guyane. Et c'est vrai que même au masterclass, tout ça, il n'y avait pas tant de monde que ça. Et même au concert aussi, il n'y avait pas tant de monde que ça. Pourtant, Nathalie Dessay... En attendant de découvrir la prochaine Nathalie Dessay ou le Roberto Alagna de Guyane, pourquoi pas, les candidats peaufinent leurs œuvres. Ils ont encore quelques heures avant la finale.
Il m'a semblé peut-être reconnaître la voix de Fabrice Di Falco tout à la fin. Fabrice Di Falco qui est un contre-ténor. Hein. Je crois que c'est lui qui chante les dernières notes, Kylian. Merci je crois, de nous confirmer. On va demander à Clément Buzalka qui a fait le reportage. La Guadeloupe et la Polynésie ont déjà leurs candidats. Hein. Eux, tout est prêt. Et pour ce qui est de la Réunion, Mayotte et de la Martinique, eh bien, ces territoires attendent toujours la visite du jury pour savoir qui ils enverront à l'Opéra Bastille en janvier pour tenter de décrocher ce titre de Voix des Outre-mer.